Deuxième conférence bilan du chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, était ce matin face aux journalistes de la presse nationale et internationale pour faire le point des activités de son équipe. Il est revenu sur des engagements pris par le chef de l'État, compte rendu dans ce 20h. Dans le district d'Abidjan, des immeubles menacés de destruction dans la commune de Cocody, les habitants du lotissement d'Akouedo risquent de voir leur construction démolie et tout simplement. La Syrie au cœur des travaux du sommet du G20, les pays les plus industrialisés du monde, sommet ouvert ce jeudi à Saint-Pétersbourg en Russie. Et puis en football, l'international Didier Zokora a claqué la porte. Il a quitté les éléphants à quelques jours de la rencontre Côte d'Ivoire-Maroc sans raison officielle. Nous en parlerons également dans ce journal. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue à ce 20h. Le tour complet de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Dans ce journal, un dossier consacré à la rentrée scolaire. Sachez que dans 11 jours, le lundi 16 septembre, les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire seront appelés à reprendre le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire. Il y a des grincements de dents. Des parents d'élèves se plaignent de la lourdeur du processus de préinscription en ligne lancé le 15 juillet dernier. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour en savoir davantage sur ces grincements de dents dans le dossier du JT de la rédaction. Commençons par ce départ à l'étranger du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara est depuis ce matin en France. Demain vendredi, il sera à la cérémonie officielle d'ouverture des 7e Jeux de la francophonie qui prendront fin le 15 septembre prochain à Nice. Le séjour du chef de l'État sera marqué par un entretien avec son homologue français François Hollande. Il est bon de rappeler qu'après Nice, en France, les prochains Jeux de la francophonie auront lieu ici en Côte d'Ivoire dans 4 ans, c'est-à-dire en 2017. Dans l'actualité sur place en Côte d'Ivoire, la conférence bilan du chef du gouvernement ivoirien, le Premier ministre, était ce matin face aux journalistes de la presse nationale et internationale pour faire le point des activités du gouvernement. Daniel Kablan-Duncan a donné les grands indicateurs des activités prioritaires du gouvernement. Le Premier ministre est revenu sur les engagements pris par le chef de l'État et au nombre de ces engagements, l'augmentation des salaires annoncée le 7 avril dernier. Les détails avec Adama Koné. Annoncé le 7 août, le Premier ministre est monté au créneau ce jeudi 5 septembre pour confirmer la décision du chef de l'État d'augmenter les salaires dès l'année prochaine. D'ailleurs, le gouvernement s'active pour donner vie à cette bonne nouvelle. Ce gouvernement, en tout cas, quand il dit « je vais faire quelque chose », il le fait. Mais avant de le faire, il calcule pour savoir combien ça va coûter et comment je le finance, de manière à ce que ça se traduise en réalité. Le président finalement a décidé de cela, il y a une équipe qui travaille dessus et les décisions seront annoncées au Conseil. Vous demandez qu'on vous donne quelques éléments, je ne peux pas le donner tant que le Conseil n'a pas pris une décision. Mais les calculs seront faits et la décision donc sera annoncée à la nation par le président de la République après donc décision prise en Conseil des ministres. Mais effectivement, il va y avoir une augmentation qui sera donc opérationnelle en 2014. Autre volet social impulsé par le gouvernement, la création de plus de 20 000 emplois. Ces informations ont été portées à la connaissance de la presse ce jeudi au cours du deuxième grand rendez-vous de l'année entre les journalistes et le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan a passé en revue les 3 axes stratégiques de l'action gouvernementale. D'abord, la sécurité et la paix. À ce niveau, le compteur marque une baisse de l'insécurité. L'indice est passé de 3,8 à 1,6 en mai 2013. Ensuite, au chapitre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, une rencontre avec les centrales syndicales est programmée pour le 7 novembre prochain. Enfin, sur le plan économique, les bonnes relations avec les institutions de financement internationales, la consolidation de la croissance à 9% cette année, le lancement des travaux structurants et la maîtrise de l'inflation mettent le gouvernement dans une position confortable dans sa marche vers l'émergence.
Le Premier ministre s'est aussi prononcé sur le processus de réconciliation avec l'annonce de la reprise dès demain du dialogue ivoiro-ivoirien. Daniel Kablan-Duncan a invité les partis politiques du cadre permanent du dialogue à participer au processus de paix, de cohésion sociale. Koné Adama est encore sollicité pour un compte rendu. Le cadre permanent de dialogue reprend ce vendredi 6 septembre. Il s'agit pour le gouvernement de consolider les acquis avec les 11 partis politiques proches de l'ancienne majorité présidentielle et de jeter les bases d'actions fortes en faveur de la cohésion sociale. Au Front populaire ivoirien, le Premier ministre a demandé de rejoindre le groupe. Il faut dire que quand on discute, il faut vraiment être très clair, pas de préalable, pas d'a priori. Je l'ai dit à plusieurs reprises. L'État aussi peut poser des préalables. Mais quand vous partez sur cette base, vous n'avez jamais abouti. On a avancé beaucoup avec le CPD parce qu'ils sont venus sans a priori, sans préalable. Je l'ai dit au frère Miyaka Oroto lors de nos discussions, et c'est pourquoi on a avancé au départ. Ils étaient venus sans a priori et sans préalable. On a avancé et vous savez qu'on est arrivé à des points de convergence, des points de divergence. Alors la décision des médiateurs, pourquoi médiateurs? Nous ne sommes pas assez majeurs pour régler les problèmes ici, à l'intérieur de notre pays, pour qu'on nous choisisse un médiateur qui viendrait d'où? Voilà un peu notre position. À l'actif du CPD, le retour de responsables politiques, la confiance établie entre le gouvernement et les 11 partis et l'élaboration conjointe de 2 avant-projets de loi. L'un portant statut de l'opposition et l'autre portant financement de partis politiques et des candidats aux élections présidentielles. Voilà, ce communiqué, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, porte à la connaissance de la population que, sauf pour des missions de sécurité, les services de police ne délivrent plus de laissez-passer aux personnalités civiles. Il informe ceux qui détiennent encore des laissez-passer que les services de police ont été instruits à l'effet de procéder au contrôle et au retrait des cartes en circulation à leurs titulaires. Voilà, dans le district d'Abidjan, des immeubles menacés de destruction dans la commune de Cocody. Les habitants du lotissement d'Akwedo Sud-Est risquent de voir leur construction démolie par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Ces logements ont été bâtis de façon illégale selon l'autorité ministérielle. Des précisions avec Landry Bono. Cette maison qui est là-bas, là, qui coûte 550 millions, on ne peut pas détruire ça. Comme le propriétaire de cet immeuble, ils sont environ 950 acquéreurs de terrain à Akwedo Palmeraie Sud-Est sur la route d'Abata en allant à Bingéville à passer des nuits blanches en ce moment. Tous les édifices ou presque de ce quartier ont été bâtis dans l'illégalité, juste avec une attestation villageoise. Aujourd'hui, le ministère de la Construction est venu dans le lotissement mettre des signes de maisons à démolir pour 2 raisons. Première raison, nous n'avons pas de titre de propriété. Nous n'avons pas de permis de construire. Pourtant, la loi ivoirienne est claire. Pour construire, à la limite, il faut avoir un titre de propriété et puis faire la procédure pour avoir ce qu'on appelle le permis de construire. C'est un document administratif qui vous permet de pouvoir construire. S'ils sont dans l'impossibilité de nous produire les documents, l'administration va prendre ses responsabilités, c'est-à-dire procéder à la démolition des constructions édifiées. Des maisons, des magasins, construits pour certains avec toutes les économies et bien souvent même des prêts bancaires. Tout doit être démoli. À l'origine de cette situation, un conflit foncier entre le village d'Akwedo, propriétaire légal, et celui d'Abata. Nous avions été sollicités en 1998 par le village d'Akwedo, mené d'un arrêté d'approbation couvrant une superficie de 40 hectares pour un morcellement. Et nous avons fait des vérifications. Il se trouve que l'État de Côte d'Ivoire a concédé cette parcelle-là à Akwedo. Par la suite, nous nous sommes vus opposés au village d'Abata qui a revendiqué cette parcelle. À chaque fois que nos acquéreurs se retrouvaient sur le terrain, ils étaient pourchassés. Nos acquéreurs attendent de rentrer dans leurs droits. Dès l'instant où la plupart de nos acquéreurs ont des lettres d'attribution, certains parmi eux ont des titres de propriété, des ACP, ils veulent rentrer en possession de leur terrain. Nos démarches pour entrer en contact et écouter la version des villageois d'Abata sont restées vaines. Ce que l'on retient,
c'est que des centaines de familles sont en passe de se retrouver à la rue pour n'avoir pas été vigilantes. À l'intérieur du pays, le marché de Yamoussoukro a échappé aux flammes dans la nuit de mercredi à jeudi. Un incendie s'est déclenché dans une quincaillerie à proximité du marché, occasionné par l'explosion de plusieurs bouteilles de gaz stockées dans le magasin. Le propriétaire s'adonnait, une fois la nuit tombée, au trafic du gaz. Le feu a pu être circonscrit pour éviter sa propagation au grand marché de Yamoussoukro. Eh bien, les dégâts sont évalués à 30 millions de francs CFA. Dans le domaine de la presse, avec cette parole forte de la patronne de l'ONUCI, une presse responsable et respectueuse de l'éthique est à la base du développement démocratique. Parole de Aïchatou Mendaoudou, prononcée au cours d'une rencontre avec la ministre chargée de la communication, Afoussiata Bamba Lamine. Les temps forts de cette rencontre avec notre reporter Fatou Fofana. La communication est au centre de la mission de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. C'est en cela que réside toute l'importance de cette première rencontre entre la patronne de l'ONUCI et le ministre ivoirien de la communication. Il est question pour Aïchatou Mendaoudou de poursuivre cette mission en accompagnant la Côte d'Ivoire en reconstruction pour la professionnalisation de sa presse. Une presse responsable, une presse respectueuse de la déontologie et de l'éthique est la base de toute l'armature démocratique et le développement démocratique dans un pays. Et c'est pour cela que le Conseil de sécurité a donné comme mandat premier à l'ONUCI d'accompagner les autorités ivoiriennes dans la reconstruction, entre guillemets, si vous me permettez le terme, d'une presse libre, d'une presse responsable, d'une presse qui respecte l'éthique et qui respecte la déontologie. Une presse respectueuse de la déontologie et responsable, c'est également le combat du ministre de la Communication. Une presse beaucoup plus professionnelle qu'elle ne l'est. Nous sommes en train d'y aller et dans les mois et dans les années à venir, je pense que nous aurons donc une presse ivoirienne qui sera digne donc de ce pays. Et c'est dans ce cadre-là que justement les Nations Unies nous appuient. Maître Afoussiata Bamba Lamine s'est dite ravie de cette rencontre qui, selon elle, est le présage de la poursuite et du renforcement de l'excellente coopération entre son ministère et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Les prix de diffusion des annonces publicitaires sur vos chaînes, les chaînes de la radiodiffusion télévision ivoirienne, vont connaître un changement dans les mois à venir. C'est ce qui ressort de la nouvelle politique commerciale de RTI Publicité, nouvelle politique présentée ce jeudi aux annonceurs. Le témoignage de Victorine Yao Yoboué. Cela fait plus de 10 ans que les annonceurs attendaient cette innovation de la RTI, l'ajustement des tarifs des messages publicitaires diffusés sur les 4 chaînes télé et radio. C'est bientôt chose faite puisque la RTI, à travers la direction de RTI Publicité, vient de mener une étude dans ce sens. Les résultats ont été présentés aux annonceurs. À partir de ces données, nous avons compris que certaines tranches tarifaires ont été surévaluées quand d'autres ont été sous-évaluées. En quelque sorte, nous avons procédé à un équilibrage des tarifs. La RTI dispose de plusieurs atouts à l'endroit de ses partenaires. Elle a relevé le niveau des émissions et des fictions, ce qui lui vaut actuellement une audience importante auprès des auditeurs et téléspectateurs. Nous voulons rassurer nos annonceurs sur le fait que leur investissement publicitaire sur nos différents supports a un retour sûrement positif, compte tenu de l'audience dont nous bénéficions auprès de nos téléspectateurs et de nos auditeurs. En plus, RTI Publicité travaille à offrir un service de qualité à ses différents partenaires. Cette nouvelle grille tarifaire, je pense que tous les annonceurs l'attendaient. Et avec l'ouverture du paysage audiovisuel, je pense que la RTI est en train de se caler à l'ère du temps. Donc c'est une heureuse initiative et ça ne va que dans le sens d'une plus grande visibilité
pour nous les annonceurs. On apprécie la démarche d'essayer de rationaliser l'achat d'espace parce que c'est une préoccupation aujourd'hui pour tous les annonceurs de savoir ce qu'on achète et pour toucher quelle cible, enfin, par rapport à quelle audience. Et c'est effectivement des chiffres qu'on n'a pas toujours disponibles. Et c'est bien que la RTI puisse intégrer ce côté rationalisation de l'achat et puis donc et de le partager avec nous. Cette nouvelle politique commerciale de la radiodiffusion-télévision ivoirienne rentre en vigueur à partir de janvier 2014. Le reste de l'actualité nationale avec tout d'abord ce séminaire sur le bilan et les perspectives du régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques. Entre autres recommandations, l'application effective des dispositions relatives à l'abattement de 50% sur les facteurs de production consentis aux entreprises franches et celles relatives aux exonérations fiscales. Direction la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour les temps forts de la cérémonie de clôture avec notre reporter Hugues Hervé Blé. Au-delà du bilan du régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques, l'atelier de Yamoussoukro avait pour préoccupation l'amélioration de son cadre juridique. Des propositions ont été faites au gouvernement relatives pour certaines aux avantages et incitations accordés aux entreprises concernées par le régime. Entièrement satisfait de la prise en compte de nos préoccupations, notamment la parafiscalité, et la prise en compte des facteurs, du remboursement des facteurs de production. Les propositions faites ont également porté sur les procédures douanières et commerciales simplifiées et spécifiques à l'importation et à l'exportation en faveur des entreprises. Les entreprises franches ont trouvé que les procédures douanières étaient lourdes. Nous avons attiré aussi leur attention sur tous les efforts qui ont été faits, qui sont faits quotidiennement par la douane en vue de leur permettre de travailler sans entrave, telle que la création d'un bureau de régime franc. Fini la rencontre de Yamoussoukro, la mise en application de ces recommandations est une préoccupation pour son initiateur, le ministère des Ressources animales et halieutiques. Le séminaire a trouvé bon de mettre en place, disons, une plateforme au sein de laquelle, aussi bien l'administration, la douane et les opérateurs peuvent avoir un plateau de discussion pour voir comment est-ce qu'on peut arranger tel ou tel aspect dans le régime franc. Le séminaire qui a vu la participation du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani, a réuni pendant 3 jours des représentants des ministères, d'entreprises et de structures impliquées dans la mise en œuvre du régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques. Et puis sachez que le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Anne Désiré Oloto, a reçu une délégation du réseau des femmes élues de l'espace UEMOA. La délégation était conduite par le président du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, maire de la commune de Trècheville, François Amicha. Le ministre Anne Désiré Oloto a tenu à traduire son soutien à ce conseil. À présent, le dossier du 20h. Dans 11 jours, le lundi 16 septembre, les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire seront appelés à reprendre le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire, ici en Côte d'Ivoire. À quelques jours de l'ouverture des classes, il y a des grincements de dents. Des parents d'élèves se plaignent, par exemple, de la lourdeur du processus de préinscription en ligne lancé le 15 juillet dernier. Le dossier du JT de la rédaction avec Francis Boifo. Pour que la rentrée scolaire 2013-2014 soit effective le 16 septembre prochain, il faut en partie que les apprenants aient leur fourniture. Et les parents d'élèves que nous avons trouvés dans cette librairie en ont bien conscience. Depuis le début des vacances, on savait pertinemment que l'école allait s'ouvrir. Donc on vient pour prendre les fournitures des enfants. Je suis venu acheter des fournitures pour mon petit. Dans quelle classe? En 6e. Il faut s'y prendre un peu plus tôt pour gagner du temps et puis mieux planifier son budget. Intention d'achat ou achat, l'on note l'affluence dans ce point de vente à 11 jours de la rentrée des classes. Les parents viennent, ils achètent la plupart, mais d'autres ont anticipé
d'autres ont réservé. Je suis plutôt satisfaite. Si certains élèves ont déjà leurs cahiers et livres, d'autres, pas encore. Jusqu'à la fin du mois de septembre, je serai totalement prêt. Tous les enfants seront pourvus en fourniture et puis tout. Puisqu'il y a la scolarité aussi à payer, les frais d'inscription à payer, j'ai des enfants au privé. Pour certains parents, leurs enfants manqueront à l'appel du 16 septembre prochain. Pour la rentrée, ils ne sont pas encore prêts parce qu'actuellement les temps sont un peu difficiles. Dans ce quartier précaire de la commune d'Atekoubé, l'on plaide pour le report de la date de la rentrée scolaire. Vraiment, les temps sont durs pour moi pour pouvoir joindre les deux bouts. Si on pouvait rejeter un peu, 2 mois encore, ou bien 1 mois comme ça, pour qu'on se prépare mieux. Autre problème évoqué, les préinscriptions en ligne des élèves de l'enseignement public. L'inscription en ligne, là, vraiment, c'est difficile. C'est trop compliqué. Comme ce monsieur, beaucoup de parents d'élèves se plaignent de la lourdeur du processus de préinscription. On ne met pas une histoire de code au niveau d'une agence téléphonique qu'on doit d'abord composer des codes d'abord pour pouvoir avoir accès à un numéro pour qu'on puisse aller inscrire l'enfant. Et moi, c'est vrai, cette histoire-là, on va aussi à l'établissement. Tant qu'il n'y a pas ce code-là, on ne peut pas inscrire l'enfant là-bas. Alors qu'avant, nos enfants, là, quand on les inscrivait, on n'a pas besoin de code. J'ai suivi les instructions au niveau du portable et j'ai pu inscrire mes enfants. Je pense que ce type de technologie, c'est bienvenu parce que ça nous permet, nous les parents, de pouvoir économiser en transport, de pouvoir gagner en temps. Élément nécessaire à cette préinscription en ligne, le matricule de l'élève, le code de l'établissement fréquenté et celui de son niveau d'études. Une fois que ces 3 éléments sont à la possession de l'enfant ou du parent, il peut maintenant s'adresser à l'un des 3 opérateurs retenus. Il ouvre un compte chez l'opérateur. Ils nous ont rassuré, c'est gratuit. Ce compte, une fois ouvert, doit être crédité du montant de l'inscription. 6 100 francs pour le public et 3 000 francs pour le privé. Chacun des 3 opérateurs a un schéma qui est expliqué sur nos différentes affiches publicitaires et qui peuvent aussi avoir sur le site internet du ministère. Une fois que l'enfant a suivi le process d'inscription chez l'un des 3 opérateurs jusqu'à la validation, il lui faut maintenant vérifier que l'inscription s'est bien passée. Là aussi, il peut envoyer le net, espace matricule, il envoie ce SMS au 90 077 et le système lui répond que vous êtes effectivement inscrit. À ce moment, il peut maintenant passer à l'étape de l'impression de son reçu d'inscription parce qu'il faut aller terminer maintenant l'inscription physique dans son établissement. Pour donner la chance à tous les élèves de s'inscrire, un délai supplémentaire de 7 jours leur est accordé à compter de ce 8 septembre, date limite de la préinscription en ligne. Nous voulons démarrer tous les enseignements pour pouvoir achever les programmes, pour pouvoir faire les révisions en fin d'année avec les élèves et surtout chercher à améliorer nos scores. Répondant à la préoccupation des parents d'élèves relative au report de la rentrée scolaire 2013-2014, Assoumou Kabran est catégorique. Nous disons bien que la rentrée c'est le 16. Dès le 16, chacun doit être à son poste. Aux parents, il faut qu'ils se pressent parce qu'une semaine après la rentrée, tous ceux qui ne seront pas inscrits seront considérés comme des missionnaires. Un enseignant, c'est un fonctionnaire. Il doit être à son poste. S'il n'est pas à son poste, il faut que le chef d'établissement le signale. S'il n'est pas à son poste pendant 3 jours, il est en abandon de poste. Il y a des sanctions qui sont prévues pour ça. Une sorte d'invite aux parents d'élèves, enseignants et apprenants à prendre toutes les dispositions utiles pour une rentrée scolaire réussie. Mieux, une année académique qui sera sanctionnée par de meilleurs résultats aux examens à grand tirage. Ne dit-on pas que qui veut aller loin ménage sa monture? Voilà, c'était le dossier du 20h proposé par Francis Boifo. L'actualité internationale. Comme annoncé dans les titres, la Syrie au cœur des travaux du sommet du G20, les pays les plus industrialisés du monde. Sommet ouvert ce jeudi à Saint-Pétersbourg en Russie. Plusieurs questions seront abordées au cours de cette rencontre avec un accent particulier sur la résolution de la crise syrienne. L'aéroport de Saint-Pétersbourg est depuis hier la scène d'un ballet d'avions transportant les dirigeants des 20 pays les plus influents de la planète pour un sommet dominé par le conflit syrien. Parmi les chefs d'État et de gouvernement, le Français François Hollande et l'Américain Barack Obama ont la lourde tâche de convaincre les autres de se rallier à une coalition pour une frappe punitive et préventive contre l'usage d'armes chimiques par Bachar el-Assad contre sa population.
Face à la volonté affichée de Vladimir Poutine de maintenir son soutien à Damas, Barack Obama avait depuis son escale suédoise formulé un espoir pour éviter le recours à la force. J'ai toujours de l'espoir et je continuerai à l'impliquer parce que je pense qu'une action internationale serait beaucoup plus efficace et nous pourrions en définitive stopper le nombre de morts plus rapidement si la Russie adoptait une approche différente des problèmes. De son côté, le président russe, qui bénéficie de l'appui chinois à ce sommet, va s'efforcer d'élargir ses soutiens, notamment auprès des pays émergents ou hésitants. Alternant déclarations de fermeté et gestes d'apaisement, tels la suspension de livraison de missiles solaires à Damas, le chef du Kremlin estimait hier encore que toute frappe hors cadre de l'ONU serait une agression. Dans cette atmosphère de guerre froide en plein réchauffement, l'Iran et la Syrie, forts du parrainage de Moscou, accentuent leur pression de l'extérieur. Téhéran estime que les armes chimiques sont un prétexte pour attaquer et Damas affirme maintenir son cap, même au prix d'une guerre mondiale. Poursuivons l'actualité à l'étranger avec des informations brèves en images. Commençons par le Kenya. Toutes les parties, y compris les frères musulmans, doivent participer à la transition en Égypte. C'est l'appel lancé par les représentants de l'Union africaine en visite au Caire. Aucune décision sur une éventuelle réintégration de l'Égypte au sein de l'Union africaine, dont elle a été suspendue après la destitution du président Morsi. Alpha Oumar Konaré a précisé que seul le Conseil de paix et de sécurité pourra en décider. Le Kenya va-t-il se retirer de la Cour pénale internationale? Les députés kenyans ont planché sur ce projet aujourd'hui à la demande de la coalition au pouvoir. Alors que le président Kenyatta et son vice-président William Ruto vont être jugés par la Haye pour crimes contre l'humanité. Ils sont accusés d'avoir organisé les violences post-électorales. Quelle que soit la décision du Parlement, cela ne remettra pas en cause les procès déjà en cours. La crise en RD Congo est au cœur du sommet qui réunit à Kampala les chefs d'État de la région des Grands Lacs. Un sommet précédé d'une série d'entretiens bilatéraux, une rencontre Kabila-Kagame et une autre houleuse entre le président rwandais et son homologue tanzanien qui dirige la brigade d'intervention de l'ONU. Une solution diplomatique à la crise, l'ONU veut y croire. Il y a peut-être une fenêtre pour un succès politique. Parce qu'après tout, il faut que les gens vivent ensemble. Un espoir alors que les négociations de paix sont suspendues depuis le mois de mai. Voilà, du sport football, l'international Didier Zokora a claqué la porte. Il a quitté les éléphants à quelques jours de la rencontre Côte d'Ivoire-Maroc sans raison officielle, mais le brassard de capitaine des éléphants serait à l'origine de son départ. Ils étaient nombreux au stade Félix Houphouët-Boigny cet après-midi de jeudi pour suivre la séance d'entraînement de leur équipe nationale à 2 jours de la rencontre face au Maroc. Un match comptant pour la dernière journée du deuxième tour éliminatoire du Mondial 2014. Mais une fois dans l'enceinte, une absence saute à l'œil. Il s'agit de Zokora Didier. Le sélectionneur national Sabri Lamouchi donne les raisons devant la presse. Hier soir, dans la nuit, très tard, Didier Maestro Zokora a quitté l'hôtel, a quitté le rassemblement pour des raisons qui lui sont propres. Aujourd'hui, nous essaierons d'en savoir un peu plus, d'avoir une explication. La chose la plus importante pour moi est la sélection de Côte d'Ivoire. Rien ni personne ne passera au-dessus des éléphants. À part cet incident, Didier Drogba, le capitaine, Yaya Touré, Gervinho et Otko Pabari se sont donnés à cœur joie devant un petit public acquis à leur cause. Même s'ils sont déjà qualifiés pour le 3e et dernier tour, les éléphants de Côte d'Ivoire comptent aborder ce match du samedi à 17 h face aux Lions de l'Atlas avec le plus grand sérieux, à l'image de cette séance d'entraînement au cours de laquelle ils se sont appliqués.
Et puis, sachez que ce dimanche, la Côte d'Ivoire accueille la seule athlète, on peut le dire, qui fait honneur en ce moment. Muriel Aoré sera accueillie à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec tous les honneurs. Elle viendra présenter ses 2 médailles d'argent glanées lors des derniers mondiaux d'athlétisme à Moscou. Voilà, et puis sachez que l'intégralité de la conférence bilan du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan sera proposée en édition spéciale demain après le journal de 20h. Fin de cette édition, bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.